Chers amis bretteurs et chers amis rhéteurs, bonjour, ici Thomas Grimaud, comme toujours. Là, ça y est, il y a quelques petits bouquins derrière. Justement, à propos de bouquins, on va parler de l'organome d'Aristote, qui est là. Organome, ça veut dire outil, instrument. Et ce sont les instruments de la logique aristotélicienne, c'est-à-dire la logique du réel, la logique qui est commune à tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de peau, le niveau social, le machin, le bidule. Voilà, tous les êtres humains réfléchissent de la même manière. Aristote, petite présentation hyper rapide, nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ, et l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'histoire de la réflexion des êtres humains sur des questions fondamentales. Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que la vie d'abord? Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que la mort? Dans la pensée classique, réaliste, aristotélicienne, c'est-à-dire fondée sur le réel, qui remonte par induction au premier principe et qui permet après de repartir par déduction. Hein, l'induction-déduction, c'est pas qu'une plaque de cuisine, l'induction. Bon, eh bien, l'être humain, depuis qu'il est être humain, c'est-à-dire depuis toujours, il réfléchit et il se pose des questions. La pierre ne se pose pas de questions, l'animal ne se pose pas de questions, le tournesol qui tourne autour du soleil, vers le soleil pour prendre le maximum de lumière, ne se pose pas de questions. Seul l'être humain se pose des questions, et donc toutes les questions existentielles ou essentielles. Très rapidement, il y a le début de la pensée, il y a qui vient en partie de la religion grecque. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que le théâtre et toutes ces choses-là, en Grèce antique, c'est d'abord, et la poésie bien sûr, c'est d'abord une pensée religieuse. Voilà, comment comprendre le monde. Et après, il y a un certain nombre de personnes très importantes qu'on appelle les présocratiques, celles qui sont avant Socrate. Les présocratiques sont des personnes qui vont toujours essayer de répondre à la question être, devenir, être, permanence, et ainsi de suite. Et avec, moi j'aime beaucoup la différence entre Héraclite et Parménide. Héraclite va dire que tout est devenir, c'est-à-dire que je ne me baigne jamais dans la même eau. Et Héraclite va lui répondre, mais non, tout est être. C'est-à-dire que je me baigne toujours dans le même fleuve. Et on voit bien qu'il y a une opposition entre les deux. On voit bien qu'il y a une aporie. Aporie, ça veut dire une voie sans issue. Et tout le monde va essayer de se positionner par rapport à cela. Après les présocratiques, il y a Platon. Et Platon, il imagine dans sa tête un système avec des idées qui sont en haut, bon, qu'on ne peut pas vraiment acquérir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un idéaliste. Donc ça, Platon, pour ceux qui sont étudiants, c'est surtout celui que vous avez étudié au lycée. On fera une autre petite vidéo d'anthropologie politique et non plus d'anthropologie, la science de l'homme, mais là d'anthropologie politique, la science de l'homme en tant qu'être vivant dans une cité pour pousser le raisonnement de Platon. Après Platon, il a un disciple, il en a plusieurs bien sûr, hein, dont un qui s'appelle Aristote, qui est né à Stagyre, en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ donc. Stagyre, c'est pour ça qu'on l'appellera parfois le stagyrite ou le péripatéticien. Il y avait l'ancien nom des prostituées, c'était péripatéticienne, celle qui marche autour. Et effectivement, péri autour, le péripatéticien, c'est celui qui marche autour. Donc la vraie origine de péripatéticienne, eh bien, c'est de la haute philosophie réaliste. Platon n'aboutit qu'à des apories. C'est-à-dire que pour régler la question, pour essayer de comprendre le monde, il va projeter dans un monde idéal des choses. Mais ça ne répond pas aux vraies questions. Et c'est Aristote, une fois qu'il se détache de son maître Platon, puisqu'il n'y a pas de génération spontanée, dans aucun art, dans aucune pensée, dans aucune réflexion, tout se fait de maître à disciple, et puis après le disciple dépasse parfois le maître. Aristote, lui, il va voir que
quand dans la problématique Héraclite-Parménide, devenir être, il y a l'être, et c'est ça qui est important à retenir. Aristote va distinguer pour unir. Il va distinguer le sens des mots ou les pensées pour pouvoir avoir une vision unitaire, unitive, qui correspond au réel. Et donc, dans la problématique Héraclite, Parménide, tout devenir, tout être, permanence ou alors évolution, lui va constater dans le réel qu'il y a deux choses, qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Il y a l'essence, ce qui est essentiellement un être humain, par exemple, un animal raisonnable, et il y a ce qu'on appelle en philosophie aristotélicienne des accidents. Le fait que Pierre soit roux, grand, blanc, blond, noir, jaune, violet, peu importe qu'il soit intelligent, pas intelligent et compagnie. Et les accidents sont plus ou moins essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins proches de l'essence. Donc, par exemple, un être humain est un être humain, ça c'est son essence. Pierre est un homme avec un H majuscule, c'est son essence. Après, c'est un homme viri, du genre masculin, ce qui est une chose très importante en lui. Après, on va aller de plus en plus vers le cas concret, où il sera roux, grand, blond, intelligent, noir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on ne fait pas ce distinguo entre l'essence et l'accident, on ne peut pas avancer et on est toujours, ce que moi j'appelle les modernes, on est toujours dans dans ce problème qui est une aporie. Pour réfléchir, penser, Aristote va écrire, et tout le monde considère que c'est lui qui les a écrits, il n'y a pas de souci là-dessus, un instrument d'aide à la pensée. Organum, ça veut donc dire outil, instrument. Et je pense que c'est l'une des meilleures traductions, mais je suis pas non plus, je suis pas du niveau en grec ancien pour pouvoir traduire. Je pense que l'édition de Vrin, avec la traduction de Tricot, est considérée sans aucun doute comme l'une des meilleures. Il y a il y a 5 volumes, mais qui représentent plus de bouquins. Le premier, ce sont les catégories, c'est le b.a.-ba, c'est facile et en même temps, faut pas faire ça allongé dans son lit à 23 heures parce que sinon on va s'endormir. Donc les catégories, c'est super important. Après, alors il faut que je prenne ça dans l'ordre, voilà. Donc ça, c'est catégorie de l'interprétation. Après, il y a les premiers analytiques et les seconds analytiques. Donc ça, encore une fois, vous le trouvez chez Vrin, donc ce sont des livres, ceux-ci sont un peu anciens, mais vous les trouvez facilement, vous pouvez les commander. Les premiers analytiques et les seconds analytiques, c'est vraiment des instruments aussi de base qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est le syllogisme. Là, on n'en parlera pas trop. Ici, il y a les topiques qui viennent ensuite, topos, topoi, c'est-à-dire les lieux communs. C'est-à-dire que quand on argumente en rhétorique, on va avoir besoin de lieux communs, le plus, le moins, la partie, le tout, des choses comme ça. C'est abordable, il suffit de s'y mettre tout simplement. Et puis, il y a les réfutations sophistiques, là c'est beaucoup plus petit, qui est un livre aussi très important, où il envisage comment les sophistes se trompent dans leurs réfutations. Et ça, je pense que pour le coup, il faut vraiment le bosser parce que c'est là où on comprend l'importance des définitions. Parce que très souvent, dans les réfutations sophistiques, ce sont des choses toutes simples comme l'homonymie ou, voilà, ou des équivocités de termes. Et 9 fois sur 10, tout vient de là. L'erreur sophistique, elle vient de là. Et quand eux vont essayer de réfuter un argument, ils se trompent parce que très souvent, ils mélangent ce que j'appelle grand D, petit d. Hein, vous vous souvenez pour mes étudiants, ou les étudiants qui m'ont été confiés ou qui me sont confiés, il y a la définition étymologique objective, et puis il y a les définitions subjectives,
ou celles qui prennent un sens différent au fil des siècles. Demos Kratos en Grèce antique, ça ne veut pas dire la même chose en URSS en 1970 et ça ne veut pas dire la même chose en France aujourd'hui. Donc voilà. Donc les réfutations sophistiques, l'organome, ce sont les outils. On peut pas trop faire l'impasse là-dessus parce que c'est vraiment la pensée du réel. C'est ça qui est à penser. C'est ça qui est à comprendre. Aristote, il regarde le réel et il va en induire quelque chose. Pour faire simple, Descartes va dire ce qu'est un arbre en mettant des bûches coupées de bois mort dans son poêle, et il va se dire, c'est quoi? Ah ben un arbre, c'est ça. Ok, là on est limite dans le subjectivisme le plus complet. Et puis Aristote, la pensée entre guillemets réaliste, mais c'est un abus de langage de dire ça, le réel, quand on induit, quand on regarde 1000 arbres dans une forêt, on va pouvoir en tirer quelque chose et on va voir que l'arbre a une essence d'arbre. Voilà, c'est ça l'induction. À bientôt. Et puis on va parler la prochaine fois de l'ouvrage qui nous intéresse absolument ici, c'est-à-dire le livre La rhétorique par le camarade Aristote. Et n'oubliez pas, amis bretteurs et rhéteurs, la vie est belle. À bientôt.